soigner la terre. Des représentants du peuple Koji venus de Colombie et des scientifiques dont Cédric Villani participent à une journée d'échange ce lundi à Grenoble. Avant une conversation publique à l'hôtel de ville, le célèbre mathématicien est l'invité de ce JT pour parler de son engagement, entre autres choses. Derrière ses lunettes micro-OLED voit la vie en rose. Créée avec le CEA Leti, la société grenobloise transforme les puces en écran pour des applications proches de l'œil. Une technologie protégée par plus de 170 brevets. Et puis moins dramatique que dans les romans de Umberto Eco ou Ken Follett, Saint-Antoine-l'Abbaye vous propose en quelques notes une plongée dans la société du Moyen-Âge. L'harmonie d'un monde qui passe pour quelques jours encore par l'exposition Ars Musica. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 9 octobre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Prudence en montagne, les conditions météorologiques favorables multiplient le nombre de randonneurs mais aussi le nombre d'accidents. Le corps d'un randonneur a été retrouvé dimanche après-midi dans le couloir du Grand Clapier au Néron du côté de Quai en Chartreuse. Ce sont des marcheurs qui ont aperçu son cadavre qui gisait au bord du chemin visiblement depuis plusieurs jours. Bien équipé, l'homme identifié comme un ressortissant tchèque de 35 ans se serait égaré dans ce secteur particulièrement escarpé et aurait effectué une chute fatale. Les groupes indigènes représentent 5% de la population mondiale, mais gèrent au moins 25% de la surface terrestre où se concentrent 80% de la biodiversité. Ces quelques chiffres pour accueillir sans doute le mathématicien le plus célèbre de France, lauréat de la médaille Fields en 2010, ancien député. Bonsoir Cédric Villani. Bonsoir Marie-Caroline Abrial. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous participez avec d'autres scientifiques et des autorités traditionnelles du peuple Koji à des rencontres en France et en Suisse pour partager vos connaissances. Une tournée organisée par l'association Chendukoa ici et ailleurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du peuple Koji? C'est un territoire sur lequel on ne vous imaginait pas forcément. C'est vrai qu'on ne m'imaginait pas forcément là. Moi, le scientifique, avec mon parcours tout entier tourné vers l'analyse, le découpage en petits problèmes, en tout petits questions et sous-questions, d'un quelque chose, une civilisation, un peuple qui part sur des bases aussi différentes. Les Kogi, un peuple fascinant. Alors les Kogi, voilà, j'avais pas le bon accent. Le vrai nom, c'est Kagba, en fait. Mais Kogi, c'est comme ça que maintenant on les connaît, sont l'un des 4 peuples frères de la Sierra Nevada de Santa Marta. C'est un endroit au nord-est de la Colombie dans lequel vous avez à la fois une structure géographique remarquable avec une très haute montagne tout près de la mer, mais aussi un haut lieu de biodiversité, un endroit plein de vie. Et les Kogi, il y a 500 ans, quand les conquistadors sont arrivés, se sont réfugiés dans ces montagnes en altitude pour échapper à l'oppression. Ils ont quand même été sacrément spoliés, dans certains cas torturés. Et malgré ces 5 siècles de domination plus ou moins explicite, sont convaincus que c'est leur devoir que d'aider le monde entier à aller mieux et à nous faire profiter de leur expérience, de leur savoir-faire en matière de vision des choses et de spiritualité. L'association Chendukoa, qui a été fondée il y a plus de 30 ans par Éric Julien, lui-même un Français qui donc a eu sa vie sauvée par les Kogi alors qu'il était en randonnée il y a plus de 30 ans et a consacré son activité à leur venir en aide, récolter des fonds pour les aider à racheter leurs terres, a organisé ce dialogue qui se fait dans le respect des cultures différentes entre scientifiques d'une part et les autorités spirituelles Kogi d'autre part. Donc je faisais partie de ceux qui sont allés sur place 2 semaines au cœur de la Sierra, dans la forêt tropicale, dans les collines, dans les montagnes, discuter, partager nourriture, les idées, la vision. Et c'est quelque chose dont vous ne ressortez pas intact. Il y a cette rencontre de l'autre, ce peuple qui vit dans une société traditionnelle. Une Kogi, vous n'avez pas d'argent, pas de technologie. Et pourtant une très grande richesse spirituelle, une très grande variété d'activités. Et puis quand vous regardez, quand vous avez un engagement écologiste comme j'ai pu l'avoir, comme je peux l'avoir ici, vous retrouvez tous les thèmes que j'ai pu voir à l'Assemblée nationale sur l'eau, sur les terres, sur les animaux, je les ai retrouvés là-bas. Mais là-bas, tout est tellement plus intense. Vous avez l'accès à l'eau potable qui est toute une affaire extrêmement difficile.
vous avez l'écrasement culturel qui vous guette partout, vous avez les assassinats par des groupes paramilitaires qui sont jamais très loin. Vous avez toute cette vie, cette biodiversité luxuriante qu'il s'agit de protéger, et vous pouvez constater sur place à quel point les Kogis sont des maîtres quand il s'agit d'organiser le territoire, de favoriser le développement d'une activité luxuriante, d'une végétation luxuriante. Mais comment ils peuvent nous aider ici? Alors, et c'est le troisième point qui sera peut-être le plus important, la façon de confronter les visions du monde, les spiritualités. Dans un contexte où c'est tellement difficile de préserver ce qui nous est cher, de nous retrouver dans une société qui est tellement artificialisée, où on a tellement perdu de vue les choses essentielles, la rencontre avec le peuple Kogi, c'est aussi une façon de nous aider à faire le travail intérieur, le travail de changement de point de vue, en écoutant et en s'ouvrant sur les préceptes qui leur ont été utiles pour avoir une telle longévité, 4000 ans d'histoire, le peuple Kogi, et en se demandant, en faisant ce travail auprès de nous, quels enseignements on peut en tirer. L'étonnement, l'émerveillement que vous ressentez quand vous êtes face à ces représentants du peuple Kogi, c'est le point de départ d'un travail intérieur et d'un travail dans les pratiques, dans les savoir-faire, dans la vision du monde. Pour les Kogi, avoir une vision du monde synthétique, holistique, c'est quelque chose de naturel. Penser tout en métaphore, tout en images, c'est quelque chose de naturel. Certaines des images que nous donnent les Kogis sont des choses qui nous aident à appréhender ou à parler des phénomènes. Quand ils vous expliquent l'image, tenez, le barrage qui arrête le cours de l'eau, il faut l'imaginer pour un être vivant, comme si on ligaturait le canal, l'urètre qui part de la vessie. Évidemment, ça empêche l'écoulement et toutes sortes de fonctions d'irrigation du territoire. Quand ils nous disent « pensez à un glacier comme à la tête d'un grand organisme et au fleuve comme aux veines qu'il irrigue », derrière, il y a toutes sortes d'images, un imaginaire qui va avec. Leur façon de penser, on les a amenés sur tel et tel territoire, et ils disent « ce qui nous intéresse, c'est de voir le Rhône dans sa totalité, depuis la source jusqu'à l'embouchure. » Et cette vision globale est très en accord avec les points de vue qu'aujourd'hui prennent des sujets tels que santé environnementale, tels que l'écologie. Je crois que vous avez reçu il y a quelques jours Madame Lavorel, qui était médaille d'or du CNRS pour ses travaux en tant qu'écologue. Bien sûr, il ne s'agit aucunement de concurrencer sur son terrain quelqu'un qui fait des travaux aussi poussés. Mais disons, les Kogis arrivent une mythologie, une façon de voir les choses qui est tellement en accord que ça nous donne toutes sortes d'images et de représentations mentales pour appréhender tout cela. Vous avez été reçu par le maire de Grenoble ce matin et quelques-uns de ses représentants. Alors on peut se dire en vous entendant, est-ce que nous on est prêts? Est-ce que ici à Grenoble, ou peut-être à Grenoble plus qu'ailleurs, mais on est prêts à entendre le message des Kogis? À Grenoble, certainement. En tout cas, l'accueil par la municipalité a été excellent. Pour avoir eu l'occasion d'échanger régulièrement avec le maire de Grenoble, je sais que c'est un sujet auquel il est très sensible. En fait, c'est un sujet, pouvoir d'inspiration des minorités, en particulier des personnes qui ont une représentation mentale, scientifique différente de la nôtre, et qui est un sujet qui est bien connu en écologie politique. Le regretté Serge Moscovici, l'un des grands théoriciens de l'écologie politique, a écrit des pages admirables sur ce pouvoir d'inspiration que peut avoir ces petites minorités. Vous le rappelez il n'y a pas longtemps, seulement 5% de la population mondiale, mais occupant un territoire qui concentre 80% de la biodiversité dans le monde. Et quand vous les écoutez, leur grande... ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est pas se développer, acquérir toute la technologie que nous avons nous. C'est comment préserver ce qui est tellement important pour nous, la richesse, la richesse, la fécondité des territoires. Ça fait un moment que de grandes organisations mondiales ont compris le parti qu'elles pouvaient tirer du dialogue respectueux avec les cultures traditionnelles. Dans les COP, les Conference of Parties, qui s'occupent de la lutte contre le réchauffement climatique sous l'égide des Nations Unies, vous avez régulièrement des interventions de représentants des peuples premiers. Et ils vous expliquent, j'en ai entendu de ces exposés, assez inspirants sur la façon dont certaines pratiques traditionnelles sont plus respectueuses de l'environnement. L'Organisation mondiale de la santé animale reconnaît maintenant comme l'un de ses piliers de la valeur du monde animal la valeur cosmogonique de l'animal, la façon dont nous faisons partie toute une grande famille avec les animaux.
Dans notre monde où le monde occidentalisé a tellement écrasé la vie sauvage qu'aujourd'hui, statistique terrifiante, seulement 4% de la biomasse des vertébrés sur Terre est faite d'animaux sauvages et tout le reste, ce sont nos animaux domestiques ou nos animaux d'élevage ou nous-mêmes. C'est important de rappeler cette valeur qu'a la richesse de la très grande famille du monde animal. Puis parfois, moi, le scientifique que je suis juste tellement surpris par une question qui émane du dialogue avec ces peuples premiers que ça me remet en question sur mes bases. Tenez, on était en dialogue dans une cité Kogi. Les mamous, disons les chamans, les autorités spirituelles du coin, nous demandent « Expliquez-nous qui sont le père et la mère du plastique, cette matière qu'on n'arrive pas à comprendre, pourquoi elle a des propriétés différentes, pourquoi on ne peut pas la jeter. Racontez-nous qui sont le père et la mère du plastique. » Au début, vous vous dites, pétri de votre héritage scientifique, quelle est cette question absurde? Puis vous réfléchissez et vous comprenez qu'il y a une nuance entre la connaissance technique et le savoir qui peut se partager, la sagesse que vous tirez d'une représentation du monde, que finalement, un savoir Kogi, c'est un mythe qui se transmet en paroles, qui doit être à taille humaine et c'est pas suffisant d'avoir juste les équations, les réactions et l'histoire technique. Vous en arrivez à vous demander, finalement, c'est quoi qui est important que je garde dans l'histoire du plastique? C'est quoi? En 3 phrases, comment j'expliquerai à un enfant pourquoi c'est différent? Petit à petit, vous faites ce cheminement, un peu le même que celui que vous faites quand vous passez de la salle de laboratoire scientifique à celui des salles de classe quand vous faites de la vulgarisation. Le cheminement de vous demander qu'est-ce qui est le plus important dans la représentation mentale que je dois avoir de ma discipline technique. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait progresser aussi. Merci beaucoup Cédric Villani de nous avoir fait le temps d'une interview progresser un petit peu. J'espère que votre message n'aura pas été vain. En tout cas, vous êtes un porte-parole fantastique. Je dis à tout le monde, intéressez-vous au peuple premier, vous en ressortirez transformé. Alors, je suis un peu gênée parce qu'à présent, un sujet loin des missions des gardiens de la Terre. Comment regarderons-nous nos écrans demain, Cédric Villani? Micro OLED parie sur les lunettes connectées. La société grenobloise produit des écrans à haute résolution et à très faible consommation énergétique de la taille d'un ongle. La réalité augmentée fabriquée à côté de chez vous. C'est un reportage de Mirko Pesci. Que ce soit en navigation, en course à pied ou en cyclisme, la réalité augmentée commence à s'emparer du sport. En Isère, Micro OLED investit dans cette technologie. L'entreprise créée en 2007 à Grenoble est le second fournisseur mondial de micro-écrans et entend bien innover dans le secteur des lunettes de réalité augmentée. C'est tout simplement des lunettes qui vont vous donner les informations que vous avez sur votre montre ou sur votre téléphone. Donc on peut imaginer ça dans de nombreux types de sports, mais il y a aussi des applications dans l'industrie avec des processus qui s'affichent dans vos lunettes pour vous aider dans le cadre de votre travail. Vitesse, altitude ou force du vent, les usages sont nombreux. Une plateforme de développement est ouverte pour personnaliser les informations affichées sur ces lunettes. Le module comprend un système électronique, une batterie d'une autonomie de 12 heures et un écran de très petite taille. Donc voilà, nos écrans, ça ressemble à ça. Donc c'est un tout petit écran. Sur la taille de cet écran, vous avez grosso modo la même définition que vous avez sur votre téléviseur. Donc c'est vraiment une activité semi-conducteur. C'est-à-dire qu'en fait, on fabrique l'écran sur une puce dans lequel il y a toute l'intelligence de l'écran. Et puis nous, notre savoir-faire, c'est développer les couches OLED, ces couches organiques qui vont émettre de la lumière pour que cette puce devienne un écran. La société compte 103 collaborateurs et souhaite se développer. Suite à un appel à projet lancé par l'État, Micro OLED et 3 autres entreprises sont accompagnées par le programme d'investissement d'Avenir France 2030. L'entreprise bénéficiera d'une aide de 4,8 millions d'euros, ce qui permettra d'étendre ses capacités de production. Micro OLED a été accompagné parce que c'est une entreprise extrêmement significative dans le domaine des écrans. C'est un domaine qui est extrêmement porteur aujourd'hui dans le domaine de l'électronique. 97% des premiers fonds de France 2030 sur l'électronique vont en Isère, spécialement déjà pour le CEA, qui est à la base de cette innovation souvent, puis ensuite pour donner l'industrialisation sur place avec les usines, soit qui sont en extension, soit qui sont en construction ou en préparation pour des entreprises comme Micro OLED. Avec sa récente levée de fonds de 21 millions d'euros, la société développe une nouvelle gamme de produits pour le secteur de la défense. Micro OLED est en pleine croissance et s'inscrit comme une entreprise majeure de l'électronique iséroise.
Et Micro OLED prévoit aussi la construction d'un nouveau site, plus grand, a priori toujours à Grenoble. Quelques résultats de sport. Le GF38 est toujours la seule équipe invaincue en Ligue 2 après 10 matchs de championnat, même si les Grenoblois descendent de la 2e à la 4e place après leur match nul à Guingamp. Un match qu'ils auraient pu perdre, mais ils ont tenu bon. Les Brûleurs de Loup, eux, se rassurent avec une victoire écrasante. Voilà, c'est encore le GF38, mais les Brûleurs de Loup, ça va venir. Les Brûleurs de Loup, ils vont se rassurer avec une victoire écrasante sur Gap, 7-1. Il reste 5e de Ligue Magnus. À noter que le défenseur Pierre Crinon, exclu contre Rouen, écope de 5 matchs de suspension. Dans l'agenda, on va traverser quelques siècles avec une saxophoniste qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Lakecia Benjamin est l'une des musiciennes afro-américaines les plus importantes de la scène jazz actuelle. À l'invitation du Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival, elle se produira avec son quartet mardi soir, salle Edmond Vigne à Fontaine. La musicienne qui a notamment joué avec Marcus Miller ou Stevie Wonder présentera son nouvel album Phoenix. Lakecia Benjamin proposera également une masterclass mardi à 10h30 au Théâtre Sainte-Marie d'en bas à Grenoble. L'entrée est libre. Néron, Octavie, Sénèque et bien sûr Popée. Retrouvez les personnages et intrigues de la Rome impériale grâce au couronnement de Popée, le dernier opéra de Monteverdi. Près de 3 heures et plus de 28 parties vocales mardi soir à la MC2 à Grenoble. Interprété par les Rénois du Banquet Céleste sous la direction de Damien Guillon. Composé en 1642, c'est l'un des premiers chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique classique, incarné ici par une distribution éblouissante. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.